C'est l'histoire de l'homme et du cheval. C'est un mec qui est sur un cheval, qui galope très vite, qui est lancé vraiment à toute allure dans une direction hyper précise, le point sur l'horizon, tu vois, loin, il y va, quoi. Et à un moment, il croise un autre mec sur le bord de la route qui lui dit « Hey, tu vas où ?» Comme ça, plein d'admiration. Et le gars se retourne et lui dit « Je sais pas, demande au cheval. » Jeff Bezos, il médite tous les matins. Ça le rend sans doute plus concentré, mieux dans sa peau, plus productif. On pensera ce qu'on veut d'Amazon, c'est quand même un des plus grands pollueurs du monde, qui nous emmène joyeusement vers un futur pas trop radieux. Le but de la méditation, c'est pas le bien-être personnel. Juliette Decointé. Elle enseigne le yoga et la méditation depuis plus de 10 ans, mais d'une manière que tu n'as certainement jamais entendue auparavant. Le bien-être, la concentration, la productivité, tout ça, la performance, c'est pas l'objectif. Ce qu'elle veut, c'est connecter la pratique individuelle de la méditation ou du yoga avec les grandes causes sociétales, structurelles pour lesquelles on s'engage dans nos vies et dans nos entreprises. Notre attention est devenue une ressource, une marchandise. Elle est extrêmement politique. Et du coup, se réapproprier son attention, c'est un acte politique. Pour des gens qui nous écoutent, pour qui les causes les plus importantes dans leur vie, c'est le féminisme, la justice sociale, l'écologie, la lutte contre le racisme, et qui investissent dans leur entreprise ces combats-là, comment tu rapproches ces combats avec la pratique de la méditation, du coup ? Juliette, il y a des personnes qui ont certainement cliqué sur cet épisode de podcast, qui, je pense, sont en recherche de mieux-être dans leur aventure entrepreneuriale, mais qui peuvent avoir des charges ou des jugements associés avec le mot méditation. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là pour peut-être qu'elles persévèrent à écouter notre conversation jusqu'au bout. À direct les objections. Déjà que je comprends totalement. Moi, mon positionnement professionnel, il est venu déjà de mon expérience personnelle de pratiquante. Il m'a fallu un certain temps et des bonnes rencontres avec des bons profs, comme un peu des rencontres avec un mentor quand on trouve son chemin professionnel, pour comprendre que la méditation n'était pas une pratique sectaire, était une pratique laïque. J'essaye d'anticiper les objections, t'as vu. Était pas aussi une pratique de repli sur soi. C'est quelque chose qui, dès le départ, est pensé pour être bénéfique à soi, mais aussi à soi en tant qu'on appartient à un ensemble plus grand, qui est une société, une famille, un monde. Et donc, il y a tout cet aspect-là déjà. C'est pas une pratique élitiste, c'est pas une pratique religieuse nécessairement, et c'est pas une pratique individualiste. Ça peut être vu comme une pratique un peu solitaire, mais moi, c'est une pratique qui m'a amené énormément. Globalement, la plupart des trucs bien de ma vie et des bons changements dans des directions qui m'ont rendue heureuse viennent de là. Et donc, après 10 ans d'enseignement, c'est vraiment la raison pour laquelle je persévère dans cette voie. Et tout mon travail consiste justement à essayer de partager ces bénéfices avec d'autres. Trop bien. J'espère que ça va aider les gens à peut-être rester un peu plus par curiosité. Mais il y a un truc que tu mentionnes là, que tu as utilisé le mot « venir à la pratique » et persévérer, rester. Et ce qui me parle là-dedans, c'est que mon expérience personnelle de la méditation, c'est qu'il y a des choses qui m'y ont emmené à un moment donné. Et après, j'ai cette espèce de relation bizarre où des fois je suis à fond et je médite beaucoup, des fois je disparais pendant des mois et je pratique absolument pas. Et du coup, je suis curieux dans ton expérience à toi, du coup, est-ce que c'est différent ce qui t'a mené à la méditation dans un premier temps et ce qui t'a fait rester avec cette pratique de façon durable ? Oui, déjà c'est une pratique. Et donc, il y a des implications personnelles et aussi politiques à ça. On aura peut-être l'occasion d'en parler.
moi, je milite beaucoup pour le fait de ne pas mentir sur le fait que oui, c'est une pratique et oui, ça prend du temps. Quand on nous vend la méditation comme un genre de shortcut, un raccourci, une solution magique à tout, un moyen pour une fin, au mieux, ça peut être utile à certaines personnes, mais un peu dommage parce que ça les prive de beaucoup de profondeur et de beaucoup d'apprentissage. Au pire, c'est hyper déceptif parce qu'effectivement, s'asseoir en fermant les yeux et se retrouver seul face à soi-même et apprendre à construire lentement, patiemment, avec beaucoup de bienveillance et avec le temps, exactement comme apprendre un instrument, apprendre une nouvelle langue, s'installer dans une relation qu'on va vouloir cultiver pendant longtemps, à soi ou à l'autre, ça prend du temps. Donc c'est normal, comme dans n'importe quelle relation, d'avoir des moments un peu on ou off. Un des premiers termes pour décrire cette pratique justement dans la technique de méditation, dans la manière dont on essaye de canaliser son attention sur autre chose que ses pensées et sa conversation, on essaye de s'installer dans quelque chose d'un peu plus ouvert, d'un peu plus réceptif et pas juste... ce qu'un prof appelle NTS Radio, Non-Stop Thinking. C'est justement le terme dans une vieille langue qui est un peu comme le sanskrit de la même région, le pali, qui est sati. Et sati, ça veut dire revenir. Donc déjà, quand on s'installe dans une session de méditation, le plus clair du temps, ce qu'on fait, c'est s'éloigner et revenir. Et muscler cette capacité-là à revenir dans le moment présent. Et à revenir à soi d'une manière qui est plus apaisée et plus spacieuse que le petit hamster habituel dans sa roue. Ouais. J'espère que ça fait sens quand je dis ça. Je pense que voilà, j'espère que les gens se reconnaissent. Et aussi, dans le spectre plus long de la pratique, oui, il y a des allers et retours. Moi, je suis pas du tout si vous lisez ma bio sur mon site, je suis pas du tout cette personne qui est tombée amoureuse de la pratique et qui a découvert ça et pour elle, ça a été super et après, je m'y suis mise tous les jours et non, c'est dur. Mais c'est dur parce que comme n'importe quelle chose, comme faire du sport qui amène un changement, il y a une certaine dose d'inconfort. Il y a quelque chose que tu as mentionné là sur ce muscle de revenir quand on sent qu'on s'éloigne, notamment sur notre capacité d'attention ou le fait qu'il y ait des stimulations ou des pensées qui nous emmènent parfois dans des dimensions lointaines avant qu'on s'en rende compte. Et j'ai l'impression que ça, c'est une compétence qui est de plus en plus difficile à mesure que le monde extérieur nous envoie de plus en plus de stimulations par notre téléphone, les écrans qu'il y a partout, et en même temps, du coup, de plus en plus nécessaire. Et je suis curieux, est-ce que tu vois, toi, dans ta pratique, justement, des liens directs entre, par exemple, ta capacité de concentration et ta pratique de méditation? Je suis intéressée par ça. Pas seulement moi, en fait. C'est quand même une pratique qui vient de loin. Donc, je vais quelquefois faire référence à la pensée zen, qui est une tradition, qui est une certaine branche du bouddhisme et qui est considérée comme pouvant être pratiquée de manière laïque. Et c'est une pensée qui vient de cette expérience prolongée de la méditation. Donc, c'est pas un système dogmatique auquel on essaye de coller par la pratique, c'est plutôt une philosophie qui émerge de l'expérience de la pratique. Donc, petite parenthèse. Et en zen, donc, pour rappeler qu'on ne parle pas juste de nous, même si on va y revenir, il y avait déjà une très vieille anecdote qui a peut-être quelques siècles, qui est l'histoire de l'homme et du cheval. C'est un mec qui est sur un cheval, qui galope très vite, qui est lancé vraiment à toute allure dans une direction hyper précise, le poing sur l'horizon, tu vois, loin, il y va, quoi. Et à un moment, il croise un autre mec sur le bord de la route qui lui dit « Hey, tu vas où ?» Comme ça, plein d'admiration. Et le gars se retourne et lui dit « Je sais pas, demande au cheval. » Bon. C'est vieux, ça. Ouais, et j'ai l'impression que c'est une métaphore de notre vie très moderne. Et on est à la fois le cavalier et le cheval. Et les gens se posaient ces questions sur la qualité de notre présence et de notre attention il y a des siècles, des millénaires. Donc, dès le départ, c'est une question qui est existentielle et métaphysique, pour employer des grands mots. Et c'est une question qui est aussi très personnelle et très intime. Et effectivement, c'est particulièrement, en plus de ces dimensions personnelles et plus globales, particulièrement important en ce moment, dans notre économie de l'attention. Notre attention est devenue une ressource, une marchandise,
elle est extrêmement politique. Et du coup, se réapproprier son attention, c'est un acte politique. Et donc, la pratique de la méditation, comme tu le défends souvent, on peut l'interpréter comme un acte politique aussi, du coup. De fait, quand on commence à se réapproprier son attention, quand on commence à se redonner le choix de où on la met, généralement, ça donne du discernement, ça donne de la pensée critique, ça donne une capacité agrandie à être au monde, à être présent et à essayer de se donner la peine de comprendre ce qui s'y passe. Ça se traduit généralement vers une ouverture et un engagement plutôt que vers un repli sur soi. Tu as mentionné un peu plus tôt le fait que pour toi, la méditation et la pratique, ce n'est pas un moyen vers une fin, mais c'est une pratique, donc on y revient régulièrement. Et c'est quelque chose que tu défends beaucoup dans ton contenu, ton blog, ta newsletter, de ne pas instrumentaliser la pratique. Et j'ai l'impression que, autant pour la méditation que pour d'autres choses qui nous viennent d'un savoir ancestraux, moi je le vois beaucoup sur la philosophie stoïcienne, par exemple. C'est souvent des pensées, des philosophies qui sont instrumentalisées par certaines populations vers des fins spécifiques, souvent des fins capitalistes au final. Oui, la dernière personne qui m'a cité un stoïque, c'était un patron de start-up. Ouais. et du coup, c'est triste parce que tu vois... Mais... Moi, j'ai une relation particulière. Je trouve qu'il y a plein de choses fascinantes dans la philosophie stoïcienne notamment. Oui. Mais le voir ça instrumentalisé, il y a une partie de moi qui a envie de fuir, tu vois. Bien sûr. J'ai fait un post là-dessus. Jeff Bezos, il médite tous les matins. À la base de la philosophie, de la méditation, à la base des premiers textes, le but de la méditation, c'est pas le bien-être personnel. Évidemment, c'est un super effet secondaire et quand on est bien pour soi, on est mieux pour les autres. Donc évidemment qu'il y a un aspect de bien-être. Mais ce terme n'existe même pas en sanskrit, en fait. Enfin, le bien-être, la concentration, la productivité, tout ça, la performance, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être plus présent et plus spacieux au monde. Quand on laisse ses pensées de côté, on laisse aussi une partie de son ego, de cette petite histoire et de cette petite entité un peu égocentrée à laquelle on s'accroche beaucoup et qui n'est pas la partie la plus généreuse de nous. Et donc, un des premiers objectifs désignés dans les textes pour la pratique, c'est karuna, la compassion et l'action généreuse. Donc, si on revient à Jeff médite tous les matins. Ça le rend sans doute plus concentré, mieux dans sa peau, plus productif. On pensera ce qu'on veut d'Amazon, c'est quand même un des plus grands pollueurs du monde, qui nous emmène joyeusement vers un futur pas trop radieux. Et donc effectivement, si on regarde les choses à travers le spectre de cette pratique, si on la sépare totalement de son éthique, de sa philosophie, d'une compréhension un peu plus profonde de ce qu'il y a derrière son intention, on se retrouve avec finalement un truc creux. Mais c'est comme avec l'intelligence artificielle, c'est ni bien ni mal en soi. C'est ce qu'on en fait, dans quelle intention, comment on la comprend et comment ensuite on la porte dans le monde. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, enfin en tout cas je pense qu'on va continuer d'explorer, mais ce que j'entends c'est surtout que la pratique en elle-même, elle a des racines avec un certain contexte par lequel on ne peut pas faire... Enfin, il faut regarder la pratique via ce contexte, sinon ça peut être outillé pour d'autres choses. Exactement. Il ne faut pas confondre le moyen et la fin, la forme et le fond. Si je prends par exemple l'exemple du yoga, qui est assez spectaculaire parce qu'on a tous ces images sur Instagram de postures de maîtrise. Donc on se dit, c'est pas seulement physique, c'est aussi mental. Il faut une force incroyable pour se tenir sur un doigt avec un smoothie dans l'autre main, tu vois. Et en fait, moi j'ai des gens autour de moi dans mon cercle intime qui pratiquent tous les jours depuis de longues années et qui dans leur vie personnelle, relationnelle, collective, politique, sont toujours en proie un peu aux mêmes souffrances, aux mêmes frictions. Et qui ne comprennent pas pourquoi, après autant de pratiques, il n'y a pas de pont qui se crée entre ce qu'ils font à ce moment-là, cette posture
trop importantes qu'il fallait qu'ils atteignent. Et je pense que ça peut être un miroir de plein de trucs dans un parcours professionnel, dans une vie, dans tout ce que tu veux. Et l'ensemble de ta vie. Pourquoi finalement, tu vois, la connexion se fait pas. Au bout d'un moment, il faut des profs, il faut des gens pour relier les deux. Et pour rappeler ce qui a été beaucoup négligé pour plein de raisons. Déjà parce que c'est dur de parler de philo, donc quelquefois les profs, ils en font juste l'économie. Quelquefois, ils ne se sentent pas légitimes parce que les formations mettent moins l'accent là-dessus. Et puis, quelquefois, juste, c'est pas vendeur. On préfère vendre un truc qui va marcher vite et bien, tu vois. Et donc, pour toutes ces raisons et encore plus, on sépare la forme et le fond. Et le problème, c'est que les gens sont déçus, en souffrent. Ils investissent beaucoup d'efforts dans quelque chose qui, finalement, a un effet à court terme, mais pas à long terme. Et j'ai l'impression que ça peut aussi être une des raisons pour lesquelles on peut voir cette tendance dans toutes ces pratiques, tu as mentionné le yoga, la méditation, de passer de pratique en pratique. Parce qu'il n'y a jamais la satisfaction de ce qu'on pense qu'on va y trouver. À court terme, comme tu le dis. Donc, je fais 3 mois de ça, puis 3 mois de ça, puis 3 mois de ça, et on passe du truc en truc sans jamais finalement trouver ce qu'on cherche. Exactement. Mais c'est complètement ça. Et on est... et c'est un lien d'ailleurs très fort dans choisir une pratique et choisir d'y rester. Et choisir d'approfondir cette relation à ce qu'on fait plutôt que de devenir des zappeurs. J'ai 42 ans. Donc, c'était un terme très, très à la mode dans les années 80-90, les bébés zappeurs. Toute cette nouvelle culture comme ça, de ce flux d'informations qui est maintenant décuplé, c'est aussi très politique, c'est-à-dire déjà par rapport à cette économie de l'attention dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi ne pas pratiquer comme on consomme. Ne pas être des consommateurs de pratiques. Ce qui me fait écho quand tu dis ça, c'est une phrase que j'ai écrite dans une newsletter récemment où je disais que je pense qu'un problème qu'on a avec... moi, c'était sur la lecture que j'écrivais, c'est que je ressentais à ce moment-là en moi que j'avais plus envie d'avoir lu que de lire. Et je pense qu'on peut faire le pont avec la méditation. J'ai plus envie d'avoir médité que de méditer en soi. Mais je vais te rassurer tout de suite, quand je m'assois sur mon coussin le matin, 1 fois sur 2, je me dis « Oh non, mais pas encore en fait ». J'ai juste envie d'aller boire mon café en lisant un journal. Mais au bout d'un moment, ça creuse un sillon. Ça fait émerger quelque chose. Mais sur cet aspect de consommation aussi, il y a quelque chose de très important. C'est-à-dire que finalement, on accumule des choses et on reste en surface. Et donc pour moi, une des raisons pour lesquelles c'est politique aussi, mais ça peut être la méditation, mais ça peut être une autre pratique. J'insiste là-dessus parce que je suis pas du tout là pour que tout le monde médite, mais en tout cas une pratique de rencontre avec soi, une pratique suffisamment subtile et dans l'écoute pour se donner un espace d'être avec soi-même et de comprendre un peu mieux comment on peut se rendre plus présent à soi-même et aux autres. Ça nous permet de refuser la superficialité et d'aller un peu plus en profondeur. Et c'est ça qui fait de nous des créateurs et pas des consommateurs. Parce que quand on ne fait que consommer et recevoir à un niveau superficiel, on n'est pas capable de proposer vraiment grand-chose de nouveau au monde. Et le monde ici et maintenant, il n'a pas seulement besoin de notre présence et de notre attention, il a besoin de personnes qui sont capables d'imaginer des choses nouvelles, des nouvelles manières de l'habiter. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, et qui fait complètement sens avec ce que tu viens de dire aussi, c'est que j'ai l'impression qu'une des choses qui nous pousse à être dans cette pratique consommatrice ou à chercher des choses court terme, c'est à quel point on est baigné dans une seule vision du monde capitaliste, individualiste, orienté vers notre bénéfice personnel. Et que pour imaginer des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, des nouvelles manières d'être au monde et d'avoir ce genre de pratique, en fait, on a besoin de rompre avec ça pour imaginer des choses nouvelles et c'est très dur, je trouve. C'est complètement ça. En méditation, quand on apprend, par exemple, au bout d'un moment, s'installer dans cette sensation de
tiens, j'ai une pensée là qui me vient et qui me paraît très importante, parce que c'est souvent une pensée qui commence à la première personne, qui me raconte quelque chose sur ma vie, et donc c'est prioritaire. Donc ce récit, quand on apprend à le mettre de côté, on ne met pas seulement de côté une pensée qui vient peut-être de manière intrusive ou sans qu'on l'ait convoquée. La plupart de nos pensées, en fait, elles sont comme ça en roue libre. C'est des templates que nos cerveaux nous proposent sur notre expérience. Elles ne sont pas sollicitées. Elles pop-up comme ça. Et c'est OK. Ensuite, c'est la relation qu'on a avec elles qui importe. Et donc, cette relation, elle est importante parce que quand on met une pensée de côté, c'est pas seulement une pensée qu'on met de côté. Au bout d'un moment, c'est un ensemble de pensées et c'est une fiction. C'est une fiction personnelle et c'est peut-être une fiction collective. Le but, c'est pas du tout de se débarrasser de nos convictions. On a tous des valeurs et au contraire, la méditation et les pratiques somatiques d'incarnation dans le corps et dans le moment présent peuvent nous permettre de nous y reconnecter et de nous en rapprocher et de nous en souvenir. Mais beaucoup de ce qu'on défait dans cet attachement à nos histoires et à nos pensées, eh ben, c'est ce qu'on reçoit de la société dans laquelle on évolue. Et c'est ces fausses croyances que Tina, there is no alternative, que le système ne peut pas être changé. Et effectivement, ne pas ouvrir cette possibilité de la pratique quand on la propose, je trouve ça dommage parce que ça condamne les pratiquants à quelque chose qui ressemble un peu à du business as usual. Tu vois ? Ouais. Voilà. Trop intéressant parce que l'image qui me vient, c'est... J'ai cette conviction grandissante depuis des années sur à quel point les systèmes dont on fait partie conditionnent en avance à quoi vont ressembler nos vies, nos aventures entrepreneuriales, etc. C'est comme si le livre, il était préécrit et on a des petits trous et on peut changer que ce qu'il y a dans les petits trous. Et j'ai l'impression que regarder la méditation sous le prisme avec lequel tu regardes la pratique, c'est effacer un peu plus du texte pour créer plus de place pour de nouvelles choses qu'on écrit pour soi, mais aussi pour les groupes dont on fait partie. C'est complètement ça. J'écris beaucoup là-dessus, mais cet espace qu'on ouvre entre les pensées, il y a un terme pour ça en zen, en japonais, c'est jikan. Ça s'appelle le silence ordinaire. C'est pas un truc qu'on essaie de fabriquer, c'est que à la base, l'esprit, il est déjà silencieux, spacieux et ouvert. C'est juste qu'on rajoute plein de pensées par-dessus. Et donc, cet espace qu'on vient retrouver entre nos pensées, quelquefois 1 seconde, quelquefois 1 minute quand c'est la teuf, tu vois, c'est un silence dont on dispose déjà. Et on n'est pas obligé déjà de le meubler. Les pensées sont optionnelles. Et c'est une terre fertile pour que quelque chose de nouveau, de spontané et de créatif émerge. Ce qui émerge de ça, c'est pas une réaction automatique comme un template, c'est une réponse. Et c'est hyper différent. Et il y a énormément de gens, autant dans les pensées contemporaines, philo, pas forcément des gens qui pratiquent d'ailleurs, que dans la philosophie zen, yogique, qui parlent énormément de cette différence entre réagir et répondre. Et dans cette réponse, où on a pris un temps de suspension, où on répond plus à partir d'un silence plutôt que d'une pensée qui tourne en boucle et qui appartient à peut-être d'autres gens, une culture qui nous a été implémentée, une autre situation similaire qu'on a vécue mais il y a 10 ans, donc rien à voir parce que tout change en permanence, etc., etc. Ça, on s'en libère et on se donne la possibilité déjà de répondre de manière créative, mais aussi peut-être de répondre de manière bénéfique. Ça me fait penser à une discussion que j'ai l'impression il y a souvent dans les milieux militants ou très engagés sur des sujets comme le féminisme, par exemple, où souvent il y a cette discussion autour de l'usage de la colère. Et est-ce que face à une situation, ma colère est un moteur pour me donner envie d'agir et donc un peu rentrer dans le sujet, ou un frein, et ça me pousse à réagir d'une manière, entre guillemets, pas contrôlée, et donc certaines personnes disent pas bénéfique pour le combat. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se dire autour de la méditation aussi avec ça, dans ce que tu dis, cette différence entre réagir et répondre. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai beaucoup réfléchi à cette idée de la colère.
parce que, comme tout le monde, j'en ai plein. Dans mon expérience, la colère est déjà une réaction. La colère, elle vient de la tristesse et de la peur. C'est pas forcément hyper populaire ce que je vais dire. Je pense qu'on est très très peu à avoir suffisamment de sagesse, d'espace et de maîtrise de soi pour jouer avec cette dynamite et cette huile sur le feu qu'est la colère. Donc effectivement, j'entends qu'il y a beaucoup de colères qui doivent s'exprimer, qui doivent être entendues, des colères qui ont été silenciées, tout ça, c'est complètement OK, louable, et je suis la première à les écouter. Après, utiliser la colère comme un moteur, dangereux. D'après mon expérience de la pratique, cette vertu à un moment de la suspension du jugement et d'une réponse qui viendrait plus d'un état apaisé. Attention, on n'est pas tout le temps apaisé. Quelquefois, on apprend à rester avec les émotions et à les digérer. Et c'est déjà super comme réponse. Mais se demander à partir d'où on agit, c'est un point très bien que tu as soulevé. Et généralement, la colère n'est pas très bénéfique. Et surtout, c'est une des vertus de la pratique que... y a un terme que j'aime beaucoup en anglais et que j'arrive pas à traduire en français, c'est ce qui est skillful et ce qui est unskillful. Et c'est assez cool, je trouve, comme terme, parce que c'est quelque chose qui nous sort du personnel. C'est OK, qu'est-ce qui est habile, intelligent, éclairé et sage dans cette situation, et qu'est-ce qui l'est moins. Et en particulier, moi, je suis autant auto-entrepreneuse que prof, parce que voilà, donc je m'interroge beaucoup sur la gestion de mon énergie, la gestion de mon humeur, ce que je dégage, ce que je transmets. Et la méditation, justement, m'aide à comprendre ce que je peux utiliser un peu comme un fuel et ce qu'il vaut mieux que je digère de mon côté pour ressortir dans le monde un peu différemment. Encore une fois, ça ne veut pas dire refouler, ça ne veut pas dire mettre un couvercle dessus, mais ça veut dire au contraire me laisser un espace sain pour vivre les choses. Et après, peut-être que quelque chose de plus sage que juste une réaction peut en émerger. Mais après, attention, je te dis ça parce que je suis une pro de la colère. Tu vois? Je te pose la question parce que en observant justement moi ma relation à certaines situations, certains propos qu'on peut voir sur Internet, j'observe que ces dernières années, je suis passé d'une forme de relation à ces situations que je pourrais qualifier de plus équanime qu'aujourd'hui, c'est-à-dire j'étais moins secoué autant par les choses que je trouve géniales que les choses que je trouvais horribles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à accéder à ces espaces où, comme tu disais, genre j'ai une réponse ajustée parce que je suis plus dans l'émotionnel à fond. D'ailleurs, il y a une corrélation, j'ai l'impression, entre ce passage-là et l'arrêt de ma pratique de méditation progressif. Donc, je pense qu'il y a des corrélations à explorer. Mais c'est pour ça que je te pose la question, tu vois, c'est qu'à une époque, c'était vraiment un objectif pour moi d'être dans cette forme d'équanimité, j'ai une réponse ajustée aux choses, je vois tous les enjeux. Et j'ai l'impression que j'ai un peu perdu cette capacité. Il y a plein d'activistes et de gens qui ont opéré des changements incroyables dans le monde, qui l'ont fait à partir d'un endroit de calme et de paix. Et je suis absolument persuadée qu'il faut pointer les injustices du doigt, il faut quelquefois utiliser la violence pour arrêter la violence. Attention, je vis pas dans un monde de bisounours, je suis très très consciente de ce qui nous entoure et c'est pour ça que je me demande très fort comment la pratique peut nous aider à répondre à ça parce qu'il y a urgence. Et le monde est très clairement abîmé et nos sociétés aussi. Après, il y a toujours la possibilité, beaucoup, d'une réconciliation. Une des choses que nous apprend la méditation, quand on revient au corps et quand on revient à la respiration, c'est quoi? C'est un échange avec le monde. C'est le premier appel vraiment viscéral et profond et intime qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tous absolument liés et qu'on est tous absolument ensemble, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est intéressant de faire coexister ça avec des narrations de nous contre eux. Moi, par exemple, en ce moment, je me rends compte que peut-être que ma méditation de maintenant va me servir à
Bon, on fait quoi si l'extrême droite passe au pouvoir? On dit que c'est tous des cons et on arrête de leur parler? Tu vois, on fait quoi? Non. Il va bien falloir rester proche de ses valeurs et pourtant construire des ponts pour aller parler et pour aller essayer de réduire la séparation qui nous sépare. Je dis pas de tendre l'autre joue, mais tu vois ce que je veux dire? Il faut tenir à la fois, se battre pour ce qui nous paraît juste et aussi essayer de ne pas amplifier la séparation. Et donc, la méditation, cet apaisement qu'on essaye, ou cette capacité à rester avec ce qui est sans rajouter d'huile sur le feu, déjà dans notre propre réactivité, on gère mieux notre énergie et donc notre énergie relationnelle. On ralentit notre petit cheval personnel et aussi peut-être qu'on trouve des solutions créatives pour réconcilier lutte pour ce qui nous tient à cœur et capacité de réaction et de dialogue. On n'a jamais été plus polarisé. Notamment du fait des réseaux sociaux et des algorithmes qui nous montrent que ce qu'on aime et biais de validation, quoi. Donc, c'est cette pratique de suspension de la manière dont on a tendance à s'entretenir de ses propres certitudes en permanence, dans un entre-soi qui est soit nous et les autres personnes qu'on a dans la tête, je ne sais pas si tu en as, mais moi, j'en ai plein. Plusieurs, voilà, ou nos potes, et d'essayer d'élargir un petit peu le cercle de ce qui est possible en termes de relations et de communication. Et comme tu l'as dit super bien aussi, l'effet secondaire positif de ça, c'est qu'on ne se crame pas sur le chemin. Oui, j'ai commencé par ces activistes qui effectivement font les choses différemment. Il y a énormément de gens qui ont changé beaucoup de choses et qui, avant de se faire zigouiller, pour la plupart malheureusement, qui étaient calmes. Il y a un moine zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh qui, lui, méditait toute la nuit pour être sûr d'être dans les bonnes conditions, pour ensuite sauter sur un bateau illégal, pour aller chercher en pleine mer des boat people qui étaient refusés d'asile par je ne sais quel pays. Le mec, il se mouillait, tu vois, la chemise littéralement, mais il pratiquait pour pouvoir le faire. Et surtout, pour pouvoir le faire sans la haine pour les gens qui refusaient de le faire à sa place, pour les États que je ne citerai pas parce qu'ils le racontent, mais qui refusaient d'accueillir ces bateaux. Et c'est effectivement très différent de l'image qu'on peut avoir des méditants et des méditantes de je suis perdu au fin fond de la forêt ou dans un temple et je ne fais que rester assis toute la journée. Complètement. Comment est-ce que tu rapprocherais du coup pour des gens qui nous écoutent, pour qui les causes les plus importantes dans leur vie, c'est le féminisme, la justice sociale, l'écologie, la lutte contre le racisme, et qui investissent dans leur entreprise ces combats-là? Comment tu rapproches ces combats avec la pratique de la méditation, du coup? Histoire d'enfoncer un peu plus la porte. Déjà, vraiment, je le dis encore une fois, mais ça aide notre discernement et notre capacité à gérer notre énergie. C'est super d'avoir des combats, c'est super de se battre, mais déjà, ça sert à réconcilier plusieurs intelligences, la méditation, parce que si on met un petit peu les pensées et la conversation de côté, on se connecte à quoi? On se connecte à son corps et à sa respiration. Il y a une intelligence du corps, du système nerveux, il y a une intelligence du cœur. Tout ça ne renie absolument pas nos valeurs, mais au contraire sert à les incarner un peu mieux et de manière un peu plus équilibrée que juste dans notre tête. On apprend à mieux se connaître, à mieux gérer son énergie. On apprend à pas se brûler. Et c'est pas du tout une pratique de passivité. C'est une pratique de soin, tout comme le corps, au bout d'un moment, au bout d'une journée de travail, a besoin de se reposer en allant dormir le soir. On prend soin de son mental, de son corps et de son attention, mais on déconnecte pas. Ou alors, si je peux utiliser une phrase un peu putassière et catchy, on déconnecte pour reconnecter. Tu vois ? Mais en tout cas, c'est pas du tout contradictoire. Et il y a beaucoup de gens
moi en particulier, par exemple, c'est par la pratique que je suis venue à plus d'engagement. C'est quand la première fois qu'il y a eu cette transition, du coup, où la pratique de la méditation, tu sens que ça fait de toi quelqu'un de plus engagé? En fait, c'est par des conséquences directes et indirectes que ça a eu dans ma vie. Je vais en choisir 2, principalement. Déjà, apprendre à mieux me connaître, à mieux gérer mon énergie. Ça m'a appris à déceler les moments où j'étais présente et les moments où je ne l'étais pas. Ça m'a appris aussi à rester avec des états inconfortables, par exemple un immense sentiment d'injustice ou d'impuissance devant la marche du monde. On se dit, de toute façon, je ne vais rien pouvoir faire. Ça nous protège de l'indifférence, par exemple, cette capacité à rester présent. Quelquefois, tout ce qu'on peut faire, à défaut de changer le monde aujourd'hui et de le sauver, tu vois, c'est, déjà, ne pas sombrer dans l'indifférence. Et ça va être notre taf pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, si c'est tout ce qu'on peut faire, c'est OK. C'est immense. Il y a tellement de gens qui sont complètement engourdis par tant de choses. Et ensuite, donc indirectement, ma pratique, elle m'a permis de rester avec ce qui est. Et rester avec ce qui est, c'est quand on a une émotion inconfortable. Par exemple, le monde va mal, on va tous crever. Au lieu de boire un coup, de fumer une clope, de fumer un joint, de scroller Insta ou de binger sur Netflix parce que là, je veux pas l'entendre, non seulement tu apprends à rester avec ce qui est, mais en plus, tu te dis de cette confiance-là, tiens, non seulement je peux rester avec cette émotion, mais en plus, comme je me serais pas engourdi les sens, comme j'aurais pas gâché mon temps et mon énergie à aller me distraire ailleurs ou acheter un truc sur Vinted, j'ai rien contre Vinted, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, on s'anesthésie en me transformant en consommateur de n'importe quoi. Eh bien, ce temps et cette énergie-là, ils servent à agir. À partir de là, j'avais beaucoup plus de temps pour lire, pour me renseigner, pour me dire, attends, ça fait 5 ans que j'enseigne comme ça. Au bout d'un moment, il y a un truc qui connecte pas. Comment est-ce que je peux faire pour faire autrement ? Pour relier les points entre des articles que je lisais qui n'avaient rien à voir avec la pratique et des choses que moi je ressentais et que j'enseignais, et pour commencer à développer et à partager un autre discours. Et tout ça vient d'une pratique de savoir créer de l'espace et créer de la présence pour ça. C'est hyper intéressant, ça me fait faire le pont, moi, avec quelque chose qui est souvent difficile pour moi par rapport à l'écologie, qui est que il y a cette partie de moi qui est convaincue qu'on a un potentiel d'action individuel et collectif hyper grand et qui a envie de s'impliquer plus et de faire plus. Et tu vois, presque c'est une part de moi qui parfois est un peu agitée en mode plus, faut bouger. Et en même temps, il y a une autre... ça compense pour les gens qui l'ont pas. Voilà, donc c'est génial. Mais en même temps, il y a une autre part qui lui parle à l'intérieur de moi qui est en mode qui n'y croit pas, qui se dit quoi que tu fasses, toi, petit individu, c'est mort. Et du coup, c'est la part qui est hyper éco-anxieuse. Et j'ai l'impression que face à ces pensées, ces ressentis qui peuvent me traverser, effectivement, parfois, ma réaction, c'est j'ai besoin de disparaître un peu du monde et de m'anesthésier et de passer genre une demi-journée à jouer aux jeux vidéo pour être dans un monde où tous ces problèmes n'existent pas. Et j'ai l'impression que ce que tu viens de partager, la méditation est peut-être la réponse que je n'avais plus pour être avec ces sensations d'inconfort et donc faire de moi encore un être encore plus engagé. Parce que ou peut-être juste utiliser mieux ton énergie quand tu l'as. Si tu vas binger tes jeux vidéo, parce que moi aussi je binge des trucs, il n'y a pas de problème, le faire en conscience et d'une manière qui est la moins nocive possible. On a tous quelquefois un peu envie de se mettre dans du chloroforme et c'est normal, mais que ce soit au moins un choix conscient et qui nous entraîne pas trop loin sur cette pente. Et t'as dit un truc intéressant sur le fait d'avoir de l'espoir ou de pas avoir d'espoir. Un médecin, s'il sait qu'il a un patient avec peu de chances de survie devant lui, il va pas arrêter de le soigner. Dans toutes les philosophies, justement ces philosophies de la compassion, ça fait un terme un petit peu néant, mais je le répète parce que compassion, c'est vraiment ressentir avec, c'est l'empathie en fait. Quand on s'exerce à cette présence, en particulier à ce qui peut nous être
désagréable et donc un peu décourageant, exactement ce que tu décris, j'ai les mêmes sensations, ça nous permet de continuer à avoir une réponse appropriée. Le seul truc qui nous appartient et sur lequel on peut agir, c'est le moment présent. Donc, ça peut aussi nous dégager et nous libérer des grandes narrations de plus tard et de, tu vois, juste à notre échelle, faire ce qu'on peut et le faire bien. C'est une autre manière de dire, justement, de revenir à cette gestion de notre énergie mentale et émotionnelle. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, les pensées, histoires, fictions qui me font être le plus dans cet état de manque d'espoir, anxiété, peur, c'est que des choses vers le futur. C'est que des choses qui sont sur quand il y aura plus d'eau, quand il y aura plus de matières premières, quand il y aura plus de métaux rares, enfin tous ces trucs-là. C'est pas du tout des pensées orientées vers aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens de ce qui est important pour moi. C'est normal de se projeter vers l'avenir. Genre, c'est mon activité préférée. Moi, l'anticipation, si je faisais pas ce métier-là, je ferais un genre de truc de logistique, tu vois, organisationnel. J'adore. Et c'est pas du tout, évidemment, un problème de contrôle. Pas du tout. On va pas se raconter cette histoire. Voilà. Et du coup, c'est normal c'est être concerné et engagé dans le monde, je pense, que d'essayer d'anticiper les choses. Mais il y a justement ce discernement entre, voilà, ceci est une pensée, ceci est une partie possible de mon activité mentale, émotionnelle, attentionnelle. Je ne suis pas obligée de m'y attacher excessivement. Je peux recevoir cette information et décider de ce que j'en fais. Et je peux même, parce que y a un truc aussi qu'on tient dans ce silence entre les pensées, c'est un état de non-savoir, ou plutôt qui est au-delà de savoir ou de pas savoir un truc. C'est une terre fertile où tout est possible, y compris le paradoxe. Dans ce silence, il y a souvent des réalités conflictuelles, tout comme dans notre monde. Il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui sont des néo-nazis. Et il faut bien que ces réalités, au bout d'un moment, se rencontrent, sans que ça nous détruise. Ouais. Je dis pas qu'il faut aller donner à manger aux néo-nazis. Je dis juste, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on coexiste dans le monde. Il y a du paradoxe. On coexiste dans le monde. On forme un genre de grand tout et tous les écologistes nous le disent. Il y a une toile du vivant. On est totalement interdépendants et interconnectés. Et quand tu parlais de fausses croyances consuméristes et capitalistes tout à l'heure, typiquement, une qu'on est en train de déconstruire en ce moment et qui appartient, entre autres, à la philosophie zen depuis très longtemps, c'est cette fameuse illusion de la loi du plus fort, ou du fait qu'on va pouvoir se mettre à l'abri ou être heureux tout seul dans son coin. Non, on appartient les uns aux autres, et si tout le monde reste malheureux et enfermé autour de toi, tu as beau te sentir heureux et libre, tu ne peux pas, de fait, l'être. Et donc, quelqu'un qui croirait pouvoir faire les choses de son côté et tirer son épingle du jeu un peu individuellement, c'est un peu comme ces gars qui se construisent des bunkers pour quand le monde va imploser. Tu vois, c'est assez ridicule. Mais je dis pas ça pour décourager. Je dis ça au contraire parce que faire la paix avec le fait que we're in this together, on est tous ensemble dans cette réalité, et qu'on peut commencer à ralentir un peu le flux de nos moi-je, et ouvrir un espace fertile pour écrire des possibilités de réponse ensemble, c'est une très bonne nouvelle. Et on a des pratiques pour le faire. Mais c'est si dur. C'est tellement dur. Parce que ça va à l'encontre de tout ce à quoi on est habitué, de tous nos biais instinctifs et naturels, et d'une culture qui tire un profit absolument énorme du fait qu'on engourdit nos souffrances et nos souffrances aussi qui viennent des inégalités politiques et économiques et écologiques, dans tout sauf une pratique de présence, de conscience et donc de puissance d'agir. Ouais. Et j'ai l'impression aussi des oppositions fortes entre des groupes. Plus il y en a, plus elles sont intenses, plus il y a certains pans de l'économie qui se développent, comme les réseaux sociaux par exemple,
souvent, c'est quelque chose qu'on entend dans les formations pour développer sa présence sur les réseaux sociaux, c'est d'aller sur des trucs clivants, de créer des oppositions dans les commentaires. Et donc, on a plus de visibilité et les réseaux sociaux adorent ça pour les algos parce qu'ils vendent plus de pubs, parce que l'attention est là. Et du coup, c'est pour ça que c'est... pour mieux régner, ça, c'est vieux comme le monde. Oui. Tout comme une pratique de présence et d'attention qui va essayer de venir au bout d'un moment dépasser tout ça, trouver un autre espace à partir duquel être au monde, se libérer un peu de ces vieilles polarisations et vieilles comme le monde. Est-ce que tu arrives à avoir confiance qu'un jour ça va se renverser du coup? Parce qu'il y a vraiment une partie de moi qui... Tu vois, je t'écoute et je me dis, mais oui, mais j'ai trop envie de ça, j'ai trop envie de ce truc où, à un moment donné, cette conscience commune bascule vers la pensée dominante de on est une grande équipe et c'est que ensemble qu'on gagne. Et c'est vraiment, moi, j'ai l'impression de voir le monde comme ça. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'à un moment, ça devait devenir la pensée commune admise par la majorité des gens? C'est ce que je souhaite. Hein, c'est intense, cette question. Bah ouais, je sais, mais c'est l'intensité que j'ai en moi, là, Juliette. Je sais. Non, mais c'est la question que j'ai aussi, parce que sinon, je ne ferais pas ce métier, en tout cas pas avec cet angle-là très marqué. Ouais. Je pense que déjà, une première chose à faire qui est tout à fait à notre portée, mais qui passe justement par des pratiques, pas juste une conversion ou disons une persuasion par le mental, parce que les gens comprennent les choses. Mais une première pratique qu'on peut essayer de partager, c'est vraiment de se remettre dans son corps, de réapprendre à l'habiter, à écouter son intelligence. Et quand on est en méditation, notre corps et notre respiration, c'est notre point d'ancrage. Et d'ailleurs, au début, on est là un peu genre, wow, c'est instable parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Et quand on se connecte à son corps, on se connecte au fait qu'on est connecté à tout le reste, qu'on respire dans le monde et qu'on respire le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que quelquefois les gens n'ont pas du tout envie de le faire, parce qu'ils savent que ça va être intime, ils savent que ça va pas être facile. Mais ça, c'est une des nombreuses portes d'entrée vers déjà laisser l'indifférence derrière nous. Nous ressentir présents dans le monde. Pour moi, le premier truc sur lequel on peut agir de la manière la plus concrète, c'est l'indifférence, le découragement et la pensée facile de toute façon, on ne peut rien faire, donc chacun pour soi. Donc, je crois, par exemple, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je crois en ce levier d'action. C'est pour ça que je travaille. Et qu'effectivement, si tous et toutes, on reprend ce genre de pratique déjà pour nous, et qu'il y a des personnes qui l'emmènent pour que d'autres personnes le font petit à petit par des conversations comme celles qu'on a, par les espèces de pratiques que tu proposes en cours ou en retraite, effectivement, petit à petit, on peut espérer que... Ça résonne forcément collectivement. Et l'individu est responsable du collectif, de la même manière que le collectif est responsable de l'individu. Et donc, ce qu'on travaille en soi va résonner à l'extérieur. Après, attention, il faut continuer à porter cette intention et à la remettre et à l'expliciter, ce que beaucoup de gens font pas. Et du coup, ça donne aussi des gens qui disent « Oh là là, moi j'ai fait ma pratique, vous vous démerdez maintenant. » Mais un autre levier très très concret sur lequel on peut travailler, c'est... j'ai le temps de raconter encore une petite histoire? Complètement. Il y a une parabole super connue en méditation qui s'appelle l'histoire de la deuxième flèche. Je crois que c'est raconté dans un des sermons du Bouddha. Encore une fois, je précise parce que je suis laïque, mais quand même, la méditation nous vient de cette personne qui a beaucoup enseigné et qui a beaucoup essayé de faire comprendre aux gens ce qui se passait quand on s'asseyait en soi. Et il a du coup beaucoup analysé les mécanismes de l'esprit et donc de notre relation à nous-mêmes et de cette pratique comme une pratique relationnelle aussi au monde. Parce qu'être en soi, c'est comprendre beaucoup sur soi. Et comme on se ressemble tous quand même un petit peu, il y a des portées universelles à ces petits textes qui sont vraiment très cool à lire, je trouve. Et il parle en particulier d'une image qui est l'image de la deuxième flèche. Donc c'est une autre époque, donc forcément c'est des images qui nous appartiennent plus trop maintenant, en tout cas dans notre partie privilégiée et sécurisée du monde. Mais il parle d'un homme qui se balade sur un chemin et qui reçoit une flèche. Bim. Flèche.
Et cet homme, touché par une flèche, se jette par terre, se débat, se frappe la poitrine, crie et se tortille dans tous les sens. Et du coup, le Bouddha dit, c'est exactement comme s'il s'envoyait une deuxième flèche. Il y a une autre version de l'histoire qui dit, la flèche se casse en 1000 morceaux et devient 1000 flèches dans le corps. Et donc, il y a toute cette idée que, justement, dans notre réactivité, dans ce cheval qu'on a du mal à manier, on a une capacité infinie à rajouter de la souffrance sur la souffrance. C'est le fameux... la différence entre ce que tu reçois et ce que tu en fais. Mais c'est un peu plus profond que ça. J'espère qu'on l'entend à cette image. Mais en tout cas, par une pratique de calme, de rester avec ce qui est, même quand c'est difficile, de mieux connaître la différence entre une réactivité impulsive et une réponse créative et bénéfique, on apprend, et c'est énorme, à ne pas rajouter de souffrance à la souffrance, à ne pas envenimer une situation, à ne pas créer plus de séparation, tu parlais de polarisation, que ce qu'il y a déjà. Et tu vois, rien que ça, si tout le monde le faisait, tu imagines ? Ouais. Si on remplaçait cette réaction de rajouter de l'attention à l'attention par une réaction de calme et de guérison. Individuellement et collectivement, dès qu'une flèche nous arrive dans la gueule. Pour un individu, c'est énorme, mais imagine pour un groupe. C'est clair. Et si je reprends cet exemple que je prenais sur les enseignements qu'on reçoit dans certaines formations sur comment communiquer sur les réseaux sociaux, si on fait rupture avec le fait de dire « je ne vais pas aller dans le mode je crée de la polarité, je crée du débat et de l'affrontement dans mes contenus », la somme de tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneurs qui font ça sur leur réseau, ça contribue à changer certains endroits de nos écosystèmes sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et pareil sur ces fausses croyances dont on parlait, sur cette loi du plus fort, dont on commence à se rendre compte avec l'interdépendance et connexion du vivant que c'est complètement faux. Il y a vraiment cette vertu inhérente de la communauté et de la collaboration. Et donc peut-être au lieu de concentrer son énergie sur « Ah, mais que font ces gens ?» Toi, par exemple, tu as créé ta communauté. Les gens qui, comme moi, j'en fais complètement partie, je suis pas dans Inside Freelancing, mais tu vois, je me reconnais dans ces besoins et je pourrais y être à un moment parce que je travaille seule et quelquefois c'est dur de se sentir seule et il y a des vertus vraiment absolument intrinsèques à ce sentiment d'être ensemble. Et c'est vrai que dans nos vies modernes, souvent urbaines, il y a ce clash dont beaucoup de gens parlent entre cette hyper-connexion et pourtant cet isolement extrême. Et rien que le fait d'avoir des pratiques qui nous apaisent, qui nous rassemblent, qui nous donnent peu à peu, patiemment, jour après jour, la sensation qu'on peut être un peu mieux les uns avec les autres et qu'on n'est pas seul et que c'est OK, ça guérit énormément. Mais tout ça passe par le corps. C'est pas juste un truc qui peut être mental. Ouais. J'allais justement te demander, pour les personnes qui nous ont écoutés jusque maintenant... Merci. Et qui, déjà, merci, clairement. Surtout si vous aviez ces jugements dont je parlais au début sur le mot méditation. Mais pour des personnes qui nous écoutent et qui, intellectuellement, sont séduites par notre conversation. Ce qui, clairement, je pense, si j'étais de l'autre côté en train d'écouter, moi, je serais à fond. Je le suis. Comment on fait pour faire le pont, maintenant, à la fin de tout ça, entre intellectuellement, je saisis tout ce que tu me dis, Juliette, j'adore, j'achète, pour revenir justement, comme tu l'as dit, dans une pratique corporelle et pas juste se dire « Ah, c'est trop bien ce que Juliette elle a raconté » et boum, on continue avec nos vies. La réponse est dans la question. Il faut avoir une pratique. J'aime pas trop la parole et la pensée unique, donc je vais encore citer quelqu'un. Boris Cyrulnik, d'ailleurs, je crois que c'était dans ma dernière newsletter que j'en parlais. On en a déjà parlé ensemble, oui, toi et moi. Il parle de la différence entre les mangeurs de vent et les laboureurs. Les laboureurs, c'est les gens qui, tous les jours, vont à la terre, labourent, creusent un sillon, développent une connaissance qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau, progressive, naturelle, somatique,
sensible, ça passe par les 5 sens, ça passe par la relation concrète à ce qui est, de leur art, de leur métier, de leur vie, de leur artisanat. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, tu peux même faire un parallèle avec une relation amicale, amoureuse, familiale, tout ce que tu veux. On est en contact, on est en rencontre quotidienne avec les choses. Et la connaissance qui vient de ça, c'est la connaissance du laboureur qui connaît sa terre, qui vit au rythme de ce qui est et qui surtout dialogue avec quelque chose qui n'est pas lui. Le mangeur de vent, c'est celui qui vit uniquement dans le monde de l'abstrait et des pensées. Donc, c'est pas incarné, c'est pas concret, c'est un peu le dernier gars qui a parlé qui a raison, avec une bonne rhétorique. Et surtout, dans un monde de pensée qui est déconnecté d'une expérience de la réalité, qui est aussi une expérience de l'altérité, de ce qui n'est pas nous, de l'imprévu, de ce qu'il faut gérer et, tu vois, qu'il faut intégrer alors qu'on n'a pas forcément prévu ou envie. Ben, dans ce monde de la pensée pure, tout est possible et tout est justifiable. On en revient à la politique, avec une bonne rhétorique. Moi, je vous ai peut-être convaincu, mais il faut vraiment le vivre par soi-même. Moi, je suis là pour en parler parce que ici, notre outil, c'est la parole. Ouais. Mais j'ai dit corps et j'ai dit respiration et j'ai dit sensation 100 fois parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aller s'asseoir, fermer les yeux ou pas. Et quand on est entrepreneur et qu'on est sur un chemin et qu'on essaye seul ou en communauté de défendre des valeurs, c'est vraiment important de les porter pas seulement dans sa tête, mais aussi, encore une fois, donc j'ai déjà utilisé cette formule, mais dans d'autres intelligences. De les incarner. Pas seulement en surface, parce qu'incarner, maintenant, on se dit, OK. Oui. On pense justement au patron de start-up qui débarque sur sa scène Instagram et qui incarne. Voilà. Non, vraiment dans la présence qu'on dégage. Dans notre corps, dans nos cellules. Et pour ça, il y a un moment où il faut arrêter de courir, il faut se poser et il faut se donner ce temps de présence. Et il faut le faire régulièrement. Je me raconte l'histoire qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais eu cette expérience de pratique de méditer et qui peuvent avoir peur de mal le faire, bien le faire. Je pense que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup. Il y a un gros biais dans l'entrepreneuriat de « je cherche les bonnes techniques, stratégies, secrets pour bien faire les choses », tu vois. Et je pense que j'ai envie qu'on évince tout de suite cette peur. Parce que quelque chose que moi j'ai entendu fois et fois encore sur la méditation, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, c'est tu t'assois et c'est parti, quoi. Alors, en tant que prof, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question, justement parce que si on repense aux laboureurs et aux mangeurs de vent, ce que je vais dire là sur ce qui est une bonne ou une mauvaise, ou il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique de méditation, ça va devenir une idée que les gens vont se faire sur la pratique. Et du coup, ça ne devient plus une pratique ou une expérience personnelle et intime. Ça devient une idée sur laquelle on essaye de faire matcher ensuite une expérience. Dans la pratique, on essaye d'éviter ça. Ce que je recommanderais, c'est de trouver un prof ou une application avec laquelle on se sent à l'aise, de se donner rendez-vous sérieusement pour le faire, pour essayer, de se souvenir qu'il y a des écueils et que c'est super normal que ce soit pas habituel, dur, qu'on se laisse déconcentrer 100 fois en 10 minutes. Mais il y a aussi des jours où c'est trop cool et où le cerveau est là, mais merci de me donner un espace pour me laisser me reposer. Donc attention, je veux pas qu'on insiste trop sur le côté difficile parce que ça peut aussi être hyper libérateur. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber, un peu comme quand on sort de chez soi tous les matins. Bien. Et donc, il y a des écueils qui sont hyper normaux. Il y a des phases d'ennui, il y a des phases de « Ah, c'est génial, ça va changer toute ma vie ». Et on passe un peu tous par ces phases-là, dans des ordres différents. Et donc, dans ce sens-là, effectivement, il n'y a pas une pratique parfaite de méditation. Et quand c'est pas l'extase, ça ne veut pas dire que tu fais mal les choses. Ce que je recommanderais en revanche, parce que je suis persuadée par mon expérience que ça peut être une bonne idée, c'est d'apprendre progressivement, avec des profs qui donc t'apprennent à t'automatiser,
t'autonomiser, pardon, le lapsus, t'autonomiser, avoir une pratique sans trop de béquilles. Pas 15 000 visualisations, pas 15 000 mantras, pas 15 000 exercices qui sont un peu comme des yo-yo pour ton attention finalement. Au début, tu as des trucs qui t'aident à t'ancrer, parce que c'est normal que ce soit difficile. Mais après, autant que possible, il faut quand même se confronter un peu à ce moment où tu es tout seul, tu as ton point d'ancrage, tu sais vers où revenir si jamais tu t'éloignes, et tu es là, et tu pratiques. Tu vois, tu es en relation avec ce qui se passe. Ça, c'est un point sur lequel j'insisterai. Je ne veux pas dire que les autres pratiques de méditation ne sont pas des bonnes pratiques, mais il me semble que ce qui est important pour mieux se connaître et justement vraiment apprendre quelque chose de nouveau et de pas forcément facile, mais de très libérateur, c'est se donner cette possibilité d'être avec soi-même en silence. Donc si tu en rajoutes des caisses par-dessus... T'es pas vraiment avec toi-même, au final. Non. Donc, c'est le seul conseil que je donnerais aux gens. Et si ça les intéresse, s'intéresser justement à ces intentions qui sont inhérentes à la pratique, qui ne sont pas toujours explicitées, et s'intéresser aussi. J'avais un prof qui disait, le plus important, c'est pas la pratique. Soyez très attentifs les 30 minutes après. Et justement, quand tu parlais de créer un pont, on ne cherche pas de baguette magique et d'effets spectaculaires de ouf, mais ah tiens, est-ce que quelque chose a un peu ralenti, mais dans le bon sens du terme ? Est-ce que je me suis peut-être débarrassée de quelque chose de superflu ? Est-ce que quand mon chat me miaule dessus à la mort pour avoir son petit déjeuner, j'ai un peu moins envie de le jeter par la fenêtre ? Tu vois ? Ouais, grave. Des petites choses. Et c'est avec cette expérience, encore une fois, labourée, ressentie, corps et esprit ensemble, qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ta pratique, entre guillemets, est une bonne pratique parce qu'elle marche. C'est finalement pas forcément ce qui va se passer pendant la pratique. Il y a un proverbe zen qui dit quand même « méditer, c'est remuer la merde ». Et un jour, par hasard, tu sais pas pourquoi, tu trouves un diamant. Mais il y a beaucoup de faire le ménage, dépoussiérer les coins, et c'est normal. Et ce que tu me dis, ça me fait réatterrir encore une fois sur ce qu'on a exploré par plein de pans pendant notre conversation. Au final, l'endroit où ça a le plus d'impact, c'est quand on revient dans le monde. Bien sûr. Et on choisit d'opérer avec les valeurs qu'on porte. Bien sûr, si nos pratiques, quelles qu'elles soient, ne nous servent pas à être plus présents, plus bienveillants, plus généreux, plus engagés, plus aimants dans le monde, en particulier dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a urgence, je pense pas que ce soit des pratiques optimales. Et c'est justement avec ce déclic des dernières années, du Covid, des effets du changement climatique qui sont devenus vraiment visibles, que naturellement aussi mon enseignement et ma pratique ont pris un tour différent. Au bout d'un moment, tu vois les prouesses de concentration et tout. En fait, le monde n'a pas besoin de gens avec des super cerveaux ultra concentrés. Le monde a besoin de gens plus présents, plus bienveillants et avec plus de puissance d'agir pour le monde et dans le monde. Je suis 100% aligné avec tout ce que tu viens de dire. Merci Juliette. Mais de rien. On a une petite tradition de fin sur ce podcast. Oui. Je me dois d'arriver à la tradition de fin, même si j'aurais envie de rebondir encore et encore. Et cette tradition, elle tourne autour des questions qu'on a envie que les gens se posent suite aux conversations. Et ce que j'ai fait depuis le tout début de ce podcast, c'est du coup demander à chaque invité de poser une question. Et en ce moment, on est en train de toutes les rassembler pour faire un jeu de cartes où on peut retirer ces questions, avoir des conversations dans des groupes avec d'autres entrepreneurs ou avec soi-même, à l'écriture, en écriture ou pendant des méditations peut-être. Et j'en ai tiré une au sort pour toi. D'accord. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait que j'invente la question. Ça viendra après ça, t'inquiète. Pardon, pas. excuse-moi. T'en fais pas, J'ai dit. Ah, t'inquiète. Vas-y, on dit tous les gros mots qu'on veut. Mais du coup, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta relation avec toi-même ?
Je crois encore être encore plus à la fois dans l'intelligence et dans le soin de comment je me gère quand je suis pas forcément au top. En ce moment, par exemple, je me pose beaucoup de questions sur ma consommation d'alcool. C'est un truc qui m'accompagne depuis très jeune. J'ai carrément eu des moments addictifs où vraiment j'étais sur de l'addiction pathologique et puis des moments de grande sobriété. Et là, j'ai des moments où je bois en conscience et c'est cool. Mais j'ai encore des moments où je bois très clairement parce que j'ai pas envie d'être là. Parce que c'est juste... tu vois, comme la consommation ou aller scroller ou aller se prendre la tête, tu vois, sur une conversation pour se booster son ego. Juste parce que finalement, le moment présent, j'ai pas envie d'y être trop. Et donc, je t'ai répondu de manière en fait hyper vulnérable, mais c'était très, très concret en fait pour moi la réponse à cette question. Faire gaffe à ça, être un peu plus intelligente et consciente avec ça, déjà pour moi, mais ensuite parce que ça va servir comment je me sens après, comment j'incarne ce que je dis, comment je suis cohérente par rapport à ce que j'enseigne aux gens. Merci de partager ça. De rien. Je me suis dit que c'était une question qui parlerait suite à notre conversation en plus sur être avec ce qui est. Complètement. Est-ce que tu peux contribuer toi aussi une petite question pour le jeu de cartes? L'idée, c'est que les gens repartent là avec une question à se poser pour explorer quelque chose. Prends tout le temps que tu veux. Ouais, si tu veux bien, je vais prendre du temps. Prends du temps, c'est parfait. Tu feras un petit edit? Ou pas, on verra. Justement, quand je dis quelque chose ou quand je fais quelque chose, est-ce que c'est une réaction ou est-ce que c'est une réponse? Est-ce que tu penses que ça parle comme question? Je pense que ça parle. Est-ce que tu veux que je la clarifie? Reclarifie si tu le souhaites, ouais. Vas-y. Quand je dis ou quand je fais quelque chose, est-ce que ça bénéficie à l'ensemble de la situation et des gens que ça concerne ou juste à moi? Trop bien. Je trouve que on devrait l'avoir toute la journée avec soi, cette petite carte de questions du coup. Parce que ça s'applique à tellement de situations en fait. En fait, c'est pas forcément quelque chose que je dis dans un truc éthique et moraliste parce qu'on est tous naturellement autocentrés et c'est un réflexe de survie et on n'est pas là pour se sacrifier en permanence. Mais le nombre de réponses B nous surprendrait peut-être. Et donc, apprendre peut-être à toujours envisager les deux situations et à surtout muscler cette capacité à avoir une réponse qui soit bénéfique. Pas seulement à notre sphère uniquement personnelle, mais à se dire, OK, je fais partie d'un truc plus grand face à un client, face à un élève. Moi, le nombre de fois où je me surprends, quelquefois, face à un élève, à avoir une réaction qui finalement me fait plus plaisir et me crée plus de confort pour moi, plutôt que à toute la classe. Enfin, je veux dire, c'est une pratique permanente et ça a à voir avec ce truc entre réagir et répondre. Est-ce que t'es sur ton mode par défaut ou est-ce que, en conscience, peut-être tu prends un autre petit chemin qui va inclure plus de gens autour de toi? S'il y a des gens qui nous écoutent ou nous regardent, qui veulent te répondre, t'écrire pour te dire la réponse qui réémerge pour eux, oui. Où est-ce que je les envoie Tu les envoies sur mon Insta, Juliette de Cointet. Sur mon site, si ça vous a intéressé, j'écris pas mal. Pas mal d'articles, notamment celui sur notre ami Jeff, que tu as mentionné tout à l'heure. Exactement. Donc il y a beaucoup de choses et il y a une possibilité de me contacter aussi.
Et sinon, dans les rendez-vous de méditation engagée que je fais, donc avec une partie un petit peu philo, thématique, et ensuite une partie de méditation guidée, donc où tu n'es pas laissé tout seul, tu es guidé et tu peux tester la pratique. Il y a aussi une partie après où en communauté, il y a un espace de partage et de questions-réponses. Génial. Donc ça peut aussi être un moment pour discuter en live. Trop bien. Ça. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Merci. Pour ceux et celles qui veulent explorer. Merci Juliette. Merci à toi. Formidable comme conversation, j'ai adoré. Merci.